tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Walker, qui va nous parler des champions de l'empereur, j'ai nommé les Space Marines, pour la sortie du codex V9. On va parler des règles génériques, du passage de la V8 à la V9 en Space Marine, les plus et les moins des factions, les traits de seigneur de guerre, les reliques, les stratagèmes, et enfin, les fiches techniques. 180 datasheets à peu près, il y a de quoi faire. T'as bien travaillé. On va commencer tout de suite par la présentation du codex, ici présent. Donc c'est un très beau codex. Donc, tu vas nous parler, toi, de sa praticité, de son cosmétique, son esthétisme. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah moi j'en ai pensé que ça s'améliore par rapport à l'ancien codex. Il est un peu plus grand, il est au même format que le livre de règles. Ça joue sûrement un peu sur la lisibilité et sur la mise en page. Au niveau du fleuve, bon bah c'est de la redite jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont bougé à ce niveau-là. On verra peut-être plus sur les suppléments codex de certaines factions s'il y a des choses qui ont bougé. Sinon, on peut dire qu'au niveau de la praticité pour la lecture des règles, c'est mieux qu'avant. Là, tout ce qui concerne les règles des Space Marines sont avant les datasheets. Et les datasheets viennent après, et après on a la liste des armes, etc. Et vraiment... Donc c'est plus facile à retrouver. Voilà. Avant en V8, on avait une partie des règles qui était avant les datasheets, et une partie des règles, notamment les doctrines, qui était après, ouais. Ce qui était un peu énervant quand on devait chercher dans le codex, etc. Ah ouais, tout à fait. On retrouve plus facilement les choses dans ce codex. Voilà, ça. Donc une meilleure structure globale du codex. De toute façon, c'est ce qu'on avait vu chez les Necrons, et c'est la mouture des codex V9, donc pourvu que ça dure. Donc en deuxième partie, on va parler tout de suite des règles génériques. On va commencer dès le départ par « Et ils ne connaîtront pas la peur ». Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces règles génériques et ils ne connaîtront pas la peur? Eh bien, sur cette règle, donc, ils ne connaîtront pas la peur, qui existait déjà avant, qui permettait de relancer un test de morale raté pour les Space Marines. Maintenant, ce ne sera plus ça, c'est-à-dire qu'en gros, on ignore les modifications de tests d'attrition. On ignore ce que l'on veut, c'est-à-dire qu'on peut ignorer certains ou tous les modificateurs qui s'appliquent actuellement à l'unité qui est ciblée. D'accord, donc ça veut dire qu'on ignore par exemple, quand on est à moins de la moitié de ces unités de départ, de ces figurines de départ dans l'unité, le plus 1, enfin ou moins 1, c'est-à-dire qu'on a un test d'attrition sur 1 ou 2, bah ça on peut l'ignorer. En revanche, si par hasard on avait un bonus, on peut l'accepter. C'est ça. Ok, donc une flexibilité importante sur cette règle iconique des Space Marines, et ils ne connaîtront pas la peur, qui est vraiment... ça a traversé le fleuve depuis le départ des versions de Warhammer 40 000. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette règle, finalement, c'est ni un buff ni un nerf, parce que de toute façon, si on le rate, on est obligé quand même de perdre au moins une figurine. Ouais. Voilà. Ok. Autre règle générique importante qui a changé, que tu as noté, la discipline bolter. Ouais, la discipline du bolter, en fait, alors avant, les centurions et les dreadnoughts étaient concernés par cette règle. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Donc c'est un nerf pour les dreadnoughts, pour les centurions, un nerf aussi pour les dreadnoughts. Mais on verra que les dreadnoughts gagnent une petite capacité qui s'appelle devoir éternel, qui avant était un stratagème, qui va les rendre un peu plus forts. Ok, voilà. Donc ça on le verra un peu plus tard dans la review. Voilà. Donc bon, discipline bolter qui est retirée pour les centurions, c'est quand même un gros nerf pour les centurions. Oui. Bon, c'était une nécessité, mais c'est quand même un gros nerf. Surtout en Imperial Fist et en Iron Hands. C'est ça, bah, attention, on verra quand les suppléments codex sortiront. Rien n'a changé pour les doctrines. Si, une chose a changé. Mise à part. Il y a une chose qui a changé, c'est que il est précisé que le bonus de pénétration d'armure est non cumulable avec différentes capacités, sauf si c'est susmentionné dans la capacité elle-même. Susmentionné. Ça plaisante pas. Plaisante pas. Hein. Attention. Alors, susmentionné, comme tu le dis, comme à la page 106. Oui. Avec Tempête de Feu, qui est un trait de seigneur de guerre, c'est ça? Tempête de Feu. Tant qu'une unité base chapitre ami à 6 pas de ce seigneur de guerre
Chaque fois qu'une figurine de l'unité effectue une attaque de tir sur un jet de blessure non modifié de 6, amélioré de 1 la caractéristique de PA d'armure, de PA de l'attaque. Donc ce qui veut dire que ce trait de seigneur de guerre, quand on est dans la bonne doctrine, c'est-à-dire que s'il tire avec une arme, on va dire une arme de tir rapide, et qu'on est en doctrine tactique, on n'aura pas ce trait de seigneur de guerre ne servira à rien pendant ce D'accord. Donc c'est vraiment pas dingue. Voilà. Ensuite, nous allons parler des armes. C'est un changement général important. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les changements généraux sur les armes? On a eu beaucoup de retours des Games Workshop, mais globalement c'est les bolters lourds qui passent à dégâts 2, les multifuseurs qui passent à 2 tirs, ce qui est finalement logique pour un multifuseur. C'est ça. Voilà. Et qui passent par contre à dégâts, quand on est à mi-portée, si on ne jettera plus 2 dés et on gardera le meilleur, on jettera 1 des 6 plus 2. D'accord. Voilà. Les lance-flammes qui passent à 12 pas. C'est pas mal. C'est très bien. On pourra toujours contrecharger avec des lance-flammes maintenant. Ouais, c'est important. Et les épées tronçonneuses et les épées énergétiques qui ont un petit buff. Donc les épées tronçonneuses qui passeront à PA-1, les épées tronçonneuses Startess. Pour le coup, là, cumulable avec les doctrines. Oui, puisque c'est la PA de base de l'arme finalement. Voilà, donc là, ça c'est cumulable. Voilà. Okay. Et les épées énergétiques qui maintenant seront à force plus 1. Ok. Ce qui est quand même bien pour une épée énergétique parce que sinon elles sont pas très utiles. Ouais, ce sera bien surtout peut-être pour les Banshees aussi, notamment. Mais ce sera bien pour les Space Marines, mais notamment pour les Banshees. Des Eldar. Salut les Eldar, si vous êtes là. Alors après les règles génériques, nous allons passer aux factions. Que peux-tu nous dire, Volkern, sur les factions? Déjà, on peut remarquer que dans les tactiques de chapitre, on retrouve un nouveau chapitre qui existait déjà avant, mais qui maintenant est officiellement dans le codex, les Flèche Tireurs, qui sont tirés des Blood Angels. Oui. Les Flèche Tireurs, chaque fois qu'une figurine ayant cette tactique effectue une attaque de mêlée, premier point, si l'unité de la figurine a effectué un mouvement de charge, a été chargée ou a accompli une intervention héroïque à ce tour, ajoutez 1 au jet de blessure de l'attaque. Et sur un jet de blessure non modifié de 6, amélioré de 1 la caractéristique de PA de l'attaque, ce bonus se cumule à celui de la doctrine d'assaut si elle est activée pour l'armée. D'accord, donc voilà. Là on voit bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, sauf mention, ou alors, enfin voilà, il faudra faire un petit peu attention, mais c'est vrai que les doctrines d'assaut, ou des doctrines en général qui donnent PA-1, enfin une PA supérieure on va dire, bon, ça se cumule ou ça se cumule pas. Souvent, comme tu le disais, c'est mentionné. Voilà, il faut que ce soit mentionné pour que ça se cumule. Si ça ne se mentionne pas, si ce n'est pas mentionné, ce n'est pas cumulable. Ok. Voilà. C'est intéressant de voir qu'il y a une nouvelle faction. C'est toujours sympa. Maintenant, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, il n'y a pas eu énormément de changements sur certaines autres factions, hein, juste des adaptations. On peut quand même noter quelques changements majeurs et tu vas nous les donner, par exemple les Dark Angel. Alors, on va commencer effectivement par les Dark Angel, hein, la première légion. Donc avant les Dark Angel, c'était assez simple, l'unité ne bougeait pas, elle avait la relance des 1 automatique pour le tir. L'autre aspect des Dark Angel, c'était que s'il ratait un test de morale, il ne pouvait perdre qu'une seule figurine. Maintenant, avec le nouveau test de morale, ça a changé. Ils réussissent automatiquement leur test d'attrition, donc ils ne pourront toujours perdre qu'une seule figurine finalement. L'autre chose qui a changé, et c'est la plus importante, c'est que maintenant la relance des 1 pour eux c'est fini. C'est autre chose, c'est que tant que l'unité n'a pas bougé, sauf consolidation et engagement, elle aura plus 1 pour toucher à ses attaques, que ce soit tir ou corps à corps. Ah d'accord, donc ça c'est quand même assez fort. Voilà, c'est assez fort. Au début on pensait que ce serait un nerf, mais en fait c'est pas du tout un nerf, c'est plus fort. C'est même bien plus fort. Okay. Surtout si on a un capitaine dans les parages. Alors, tu m'as parlé aussi des Ironhands. Les Ironhands. Alors les Ironhands, c'est un peu nerfé dans le sens où ils n'ont juste plus le tir en état d'alerte à 5+. Voilà. D'accord. Sinon c'est le même trait qu'avant. C'est le même trait qu'avant, c'est-à-dire un Philopane. Ils ont un Philopane à 6. Et ils considèrent, pour tirer avec leur véhicule, ils doublent leur PV pour choisir la ligne du tableau pour tirer. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Raven Guard? Alors, la Raven Guard, je pense que c'est un des plus gros nerfs / adaptation V9 qu'il y a eu. C'est-à-dire que maintenant, leur aptitude pour gagner le couvert sur un tir n'est plus à 12 pas, mais à 18 pas. Pour le couvert léger. Donc, le plus 1 à la sauvegarde. D'accord. Et pour le -1 à la touche, maintenant il faut être à 12 pas ou plus et
entièrement sur ou dans un élément de décor. D'accord. Voilà. Ouais. Donc on ne peut plus être dans la pampa et avoir -1 pour être touché en plus du couvert. Ok. Bon, bah ça de toute façon, globalement, ce sont des mécanismes très V8 qui ont été nerfés déjà à la fin de la V8 et qui, avec le casque de maximum +1 ou maximum -1, de toute façon, sont voués à être. Ils sont nerfés de fait, quoi. Ça reste très fort, mais pas overpété. Disons que ça reste fort sur des joueurs, on va dire, qui sont pas des joueurs aguerris. Après, le joueur aguerri, il saura tout de suite que, bon, voilà. Moi, personnellement, toutes ces règles-là ne me gênaient pas particulièrement, parce que comme souvent je joue Eldar et que je joue Catapulte Shuriken, de toute façon, j'étais toujours à moins de 12 pas. Voilà. Donc, voilà. Mais effectivement, sur des joueurs qui sont un peu fond de cours, déjà, de base, ils vont être impactés là-dessus, quoi. Alors, autre nerf très important, les Salamanders. Torger, si tu nous regardes, tu vas arrêter de relancer sans arrêt tes touches et tes blesses. Maintenant, c'est fini. C'est fini. Maintenant, avant, donc on relançait un jet de touche et un jet de blessure. Maintenant, ce n'est plus qu'un jet de blessure. C'est ça. Voilà. Et l'autre trait n'a pas changé, c'est-à-dire qu'ils ignorent toujours la PA-1. C'est pas mal, ça aussi. C'est pas mal, c'est vraiment très bien même. Ok, alors on va passer maintenant justement au chapitre perso, ou au chapitre successeur. Voilà. Donc il y a eu quelques nerfs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc il y a eu 2 gros nerfs, on va dire. Le reste, c'est plutôt des adaptations de V9, encore une fois. Les 2 gros nerfs sont sur les traits de chapitre qu'on voyait tout le temps, c'est-à-dire maître artisan et tireur d'élite à longue portée. D'accord. Ces deux-là étaient vraiment très très forts. Donc maître artisan, c'était relance une touche et une blessure sur chaque unité. Donc c'était le trait salamander. Voilà, c'est genre vraiment très très fort. Et tireur d'élite à longue portée, ça rajoutait 3 pouces à toutes les armes. Ah oui, d'accord. Ça a été nerfé aussi. Ça a été nerfé aussi, c'est-à-dire que maintenant c'est armes à tir rapide et armes lourdes, sans compter les armes à flammes. C'est-à-dire que les armes à flammes, les lance-flammes, ne passeront pas à 15 pouces par exemple. D'accord. Bon, ils sont déjà à 12 pouces, faut pas exagérer. Voilà, faut pas exagérer non plus. Voilà. Bah, quelque part, c'est pas un nerf, parce que 8 plus 3 ça fait 11, alors que là, ils étaient à 12. Là, ils passent directement à 12. Ouais, mais du coup, le trait pour les lance-flammes je comprends. Disons que c'était vachement gênant. Moi, j'ai trouvé que c'était assez dur par rapport à tout ce qui était armes lourdes, genre plasma lourd, choses comme ça. Là, ça devenait compliqué de se planquer ou d'être out of range par rapport. Disons que là, il y aura 3 pouces pour les armes lourdes et les armes à tir rapide, mais le reste, ça bouge pas. Ok, voilà. Donc c'est un petit nerf, c'est pas un petit nerf. Ça reste quand même un nerf, quoi. Ok. Alors ensuite, on va passer aux états-majors chapitraux. Alors, je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui. Parce que si on dit état-major chapitral, ça va faire bizarre. Et aux traits de seigneur de guerre qu'on verra après. Donc les états-majors chapitraux, qu'est-ce que ça permet? Bon, moi de mon point de vue, ça permet de créer ces personnages c'est ça. Perso pour ces chapitres perso, et ça équilibre les différents chapitres, les différentes factions. Moi qui joue Ultramarines, j'avais tous les personnages comme je voulais, avec Cassius, avec Tigerius et autres. Là, en fait, c'était déjà le cas avec les PA, mais tout le monde peut le faire. Tout le monde peut se faire ses propres figurines, se personnaliser ses figurines. Ça a des coûts en points fixes, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant fluffiquement, on va dire. La méthodologie est bonne. Je trouve ça intéressant au niveau du fluff, ça permet de créer un chapitre personnel, descendant ou pas d'une légion, avec des personnages à qui on va pouvoir donner un nom, un historique, qui seront des personnages clés et qui seront surtout des personnages forts. Comme des personnages ultramarines, tu disais Marnius Calgar, machin. On pourra pas faire un reboot Guilliman. Non. Mais on pourra faire un Marnius Calgar, un Azrael, ou quelque chose dans le genre. Sachant qu'on ne pourra pas les cumuler quand même, c'est notable, puisqu'ils auront le nom maître de chapitre, par exemple. Et là, du coup, on pourra pas mettre Marnius Calgar, qui est maître de chapitre, plus un autre maître de chapitre, c'est un capitaine qu'on a passé maître de chapitre. Bien sûr, ça, ce sera sûrement, ça sera sûrement le cas. Et il faut aussi noter, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra avoir un capitaine qu'on va passer maître de chapitre, et avoir un autre capitaine en plus. Ce qui ne sera pas possible si on ne le fait pas. On peut avoir qu'un seul capitaine. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le capitaine qui passe maître de chapitre? Qu'est-ce qu'il a en plus il a les aptitudes de maître de chapitre d'avant, sauf qu'elle a été nerfée entre guillemets. Considérablement. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, tous les unités à 6 pas avaient full relance des touches. Maintenant, il faut choisir une unité à la phase de commandement. C'est-à-dire que ça se fait vraiment très très tôt dans le tour.
Et ça veut dire qu'il faut que le maître de chapitre soit sur la table. C'est ça. Donc le tricks qui consistait à envoyer son unité de Terminator avec son maître de chapitre en FEP, Voilà. et puis de booster tout le monde par aura ou quoi que ce soit. Alors il aura toujours l'aura de la relance D1. Bien sûr. Parce que ça reste c'est une aura. inhérent au capitaine. En revanche, la full relance, c'est plus possible C'est dans plus ce cas de figure parce que c'est la phase de commandement, et à la phase de commandement, il faut être sur la table, et là, il y est pas, puisque c'est la fin de la phase de mouvement qu'on arrive en Il frappe. faut que le maître de chapitre soit sur la table, il faut que l'unité Bien sûr. que on veut booster soit sur la table aussi. On peut pas dire, bah, il est sur la table, je fais arriver mes Terminators, ou autre chose, et dire, ah bah voilà, ils ont la full relance. Non, ça marchera pas. Ouais. Voilà. Tu voulais peut-être parler de la relique? Oui, alors on en reparlera sans doute pendant la relique, mais moi j'ai trouvé que la relique, l'artifice de l'ange était particulièrement intéressante, avec donc la capacité de la sauvegarde à 2+, et surtout ajouter 1 au point de vie et 1 à l'endurance, ce qui fait pour un capitaine en armure gravis une endurance de 6 et 8 points de vie. C'est très fort. C'est pas mal. Moi je trouve que ça commence à être sympa. Ça commence le gravis, il commence à être bien burné là. Je le jouais déjà avant, là je suis très content. Alors par contre, pour aller dans le même sens, ce que j'aime bien aussi, c'est le maître de la sainteté, c'est-à-dire le chapelain plus, qui lui a la possibilité d'avoir 2 litanies. Ouais. En plus de la litanie de base. C'est ça, dans lancer 2 par tour, ce qui est pas rien, et en plus avec un +1, c'est-à-dire sur un 2+, ça devient vraiment fiabilisé, sachant qu'on peut pas les relancer avec un relance de commandement, ça quand même. Ouais, ça c'est à noter. C'est à noter, mais qu'il y a un stratagème qui permet de lancer auto, qui vaut normalement 2 points, et quand on a un maître de la sainteté, il ne vaut plus qu'un seul point. Alors, on y reviendra à ce stratagème, parce qu'il y a un petit trick, on reviendra dessus un peu plus tard, il y a un petit trick qui est quand même aux oignons avec ça, c'est-à-dire la capacité de lancer une litanie quand c'est pas le moment de lancer une litanie. Ça fait plaisir. Il y a un autre truc aussi à noter, qu'on en avait parlé, qui moi me fout un peu la... C'est qu'un maître de la sainteté, on va prendre... je vais parler pour les Dark Angel parce que je suis un joueur Dark Angel. Je vais prendre un interrogateur chaplain qui va coûter 85 points, que je vais passer en maître de la sainteté. Ouais. Il va pouvoir connaître et lancer plus de litanie qu'Asmodai, qui est le grand maître chaplain des Dark Angel, quoi. Ouais, mais qui lui va coûter de 130 points. Bah, tu vas être obligé d'attendre. Alors peut-être que ça va être voilà. Avec la sortie du codex supplément, peut-être que ce sera voilà. Sachant que avant les chaplains Dark Angel, tous les chaplains Dark Angel connaissaient de base 3 litanies. Ah d'accord. Voilà. Bon, on en reparlera, on va faire un petit teaser, on en reparlera très bientôt puisqu'on va faire une review de l'index d'Archangel qui vient de sortir très rapidement, c'est-à-dire dans les jours qui viennent avec Vulcan comme il est joueur d'Archangel plus précisément, pour qu'il nous parle vraiment de cet index, de la manière de monter une petite liste de 1000 ou 1500 points avec, pour vous donner les infos qui vont bien. Voilà. Ensuite, on va passer à la suite. Donc, globalement, on peut faire un porteur de la grande bannière, c'est comme on disait avant, dans le temps, doyen. Il y a une maître archiviste, voilà. Donc, c'est la possibilité de personnaliser. Moi, je trouve ça super bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, maintenant qu'on a terminé avec les traits chapitraux, qu'est-ce que tu peux nous dire des traits de seigneur de guerre? Pour les traits de seigneur de guerre basiques des Space Marines, pour moi je vais pas rentrer plus dans le détail, ils ont pas beaucoup changé. Il y a la tempête de feu qui est du coup à cause du fait que les bonus ne sont plus pas cumulables en doctrine, c'est un peu moins fort. Okay. Rite de guerre, c'est anecdotique, vraiment. C'est tant qu'une unité base au personnage Ami est à 6 pas de seigneur de guerre, elle a l'attitude d'objectif sécurisé, donc le seigneur de guerre est objectif sécurisé. C'est pas mal, parce qu'on peut faire des gros tons quand même en Space Marine. Oui, mais je veux dire, au final, le deuxième aspect, c'est-à-dire rendre une unité à 6 pas objectif sécurisé, ça, je trouve ça pas... Ah, moi je trouve que c'est pas mal, parce que si tu y vas avec des Terminators par exemple, on reprend à ce trick-là, et tu TP sur un objet, oui. Sur un objet dans les lignes adverses avec des Terminators et le seigneur de guerre. Alors certes, c'est les exposer. Alors pour les déloger, le gars, il va falloir quand même qu'il s'emploie. Et pendant tout ce temps-là, comme ils sont objectifs sécures, même si le type il avait laissé sa petite unité de base de quelques figurines, là,
il l'a voilà, dans le baba. Comme on dit. Finalement, je vais préciser en gros ce que je veux dire par pas ouf. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un trait de seigneur de guerre que tu vas prendre. C'est pas le premier que tu vas prendre. Moi, celui que je préfère personnellement, c'est Glaive de l'Imperium, c'est celui que je prends habituellement. La relance des charges pour le seigneur de guerre et surtout plus un en force et plus une attaque. Pour moi, c'est le plus fort et c'est celui qui se synergise le mieux, je pense, avec certaines armées. Bah, clairement, ça fait un capitaine en armure gravis qui se retrouve force 9. Pas rien. C'est clair. Relance des charges. Et avec une attaque supplémentaire, donc bon voilà, ça devient vraiment sympa. Pour un peu que tu lui mettes pas forcément maître de chapitre, mais que tu lui mettes la Mardant par exemple. Ouais, non mais ça commence à être très fort. Ça peut être très intéressant. Alors toi, tu voulais nous parler du trait de seigneur de guerre des Dark Angels. Alors le trait de seigneur de guerre des Dark Angels, il a bien changé. Maintenant, il s'appelle toujours brillant stratège, hein, mais il va permettre une certaine flexibilité au niveau des doctrines qu'on avait déjà dans le PA. Mais là, c'est vraiment le trait de seigneur de guerre qui va nous permettre de faire ça. Donc, en gros, à la phase de commandement, on va pouvoir choisir une unité d'Archangel qui est à 6 pas de notre seigneur de guerre. Et en fonction de la doctrine active à ce tour-ci, ils vont reculer une doctrine, en fait. Donc, si on est en doctrine tactique, on va se retrouver pour cette unité-là, pendant tout ce tour-là, en doctrine dévastateur. Pour si on était en doctrine d'assaut, on va se retrouver en doctrine tactique. Alors, ça va permettre pour une unité d'Archangel, par exemple, de faire 3 tours en tactique. Non, 2 tours en tactique. Ça peut faire 3 tours en tactique ou 2 tours en débat. C'est pas mal. C'est pas mal. 3 tours en tactique, c'est pas mal. Sachant que une unité d'Archangel je parle par exemple pour une unité d'Archangel qui va être en full cours, je pense par exemple à un Whirlwind par exemple, ou à une Devastator, full canon laser. Elle va avoir 2+, vu qu'elle bouge pas. Et elle va profiter de la PA, du bonus de PA pour ses armes à laser ou autres armes, on s'en fiche, pendant 2 tours. Ce qui, avant, elle profitait que pendant un tour, sachant que l'adversaire était bien planqué, en général, on voyait personne. Donc, on s'en servait jamais, quoi. Mais si tu bouges pas avec une Deva en fond de cours, tu touches à 2+, avec un capitaine à côté en relance des 1. D'accord. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, contrairement à ce qui a été dit au départ quand c'est sorti, c'est pas un nerf. Les Dark Angels, ils vont devenir vraiment... C'est très très fort. Une Devastator full canon laser en fond de cours, touche à 2+, relance des 1. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Comme tu dis. Bon, on va voir des Dark Angels. Voilà, tant mieux. Ensuite, on va parler des reliques. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les reliques? J'en ai une que j'aime bien. Ouais. Que j'aime bien pour les Space Marines, on va dire les Space Marines normaux, que j'aime bien, c'est le Vox Spiritum. Donc c'est pour une figurine Primaris, plus 3 d'aura. Ça a pas changé à ce niveau-là, c'est plus 3 pour les portées d'aura. Ouais. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que avant, ça n'incluait pas les psys et les litanies, alors que maintenant, ça va inclure les litanies. Voilà. D'accord, c'est vachement important, ça a vachement changé ça. Ça veut dire que pour un chaplain Primaris, s'il effectue ses litanies, ce ne sera pas à 6 pouces, mais pour les aptitudes d'aura, ce sera à 9 pouces. D'accord. Voilà. Vachement intéressant, notamment pour toutes les litanies qu'on a vues, c'est-à-dire la litanie de la haine ou des choses comme ça. On va voir après. On va les voir après, ouais. Il y a des petits combos qui existaient déjà, mais avec la logique de pouvoir les passer sur du 2+, voire de les passer auto. Et là, les chaplains, moi j'avais un petit doute sur les chaplains en fin de V8 parce que, il fallait quand même faire son petit 3+, tu te ramassais, bon, ça coûtait un PC machin. Là, en début de V9, là, c'était carrément useless parce que tu pouvais pas les relancer. Donc, c'est 3+ non relançables. Si tu basais un peu ta stratégie là-dessus, ça devenait compliqué. Et là, tu peux les passer en 2+. Et en plus, t'as un petit stratagème. Et en plus, avec c'est le Vox Spiritum, c'est ça? Ah, ça, c'est la relique. D'accord. Oui, et si tu le mets sur ton chaplain, t'as plus 3 pas. Ouais, c'est ça. Là, ça te fait un cercle de plus 6 pas, finalement. Donc, c'est clairement intéressant pour les personnes qui vont jouer en bulle, même s'ils doivent bouger, ça va être plus facile pour les placements s'ils passent leur litanie. Non, c'est très bien. On verra avec le stratagème tout à l'heure qui est pété. Non, il est pas pété. Il est bien. Il est très très bien. Le stratagème, on peut en parler maintenant, parce qu'après tout, voilà. Le stratagème, c'est oraison impérieuse. Donc, oraison impérieuse, ça permet de lancer auto un stratagème pour 2 PC. Mais si on a un maître de la sainteté, c'est un PC. Lui pourra le lancer pour un PC en tout cas.
Alors l'avantage aussi, c'est qu'on peut le lancer hors phase. C'est-à-dire qu'on peut lancer n'importe quand cette litanie, mais il faut pas en avoir lancé avant dans le tour, quand même. Pas avec ce chaplain. Pas avec ce chaplain-là. Mais ça veut dire que bon, par exemple, si on a un maître de la sainteté, normalement, il peut en lancer 2. Là, il en lancera qu'un, mais il le lancera n'importe quand. Et là... Sauf en phase de commandement, évidemment. Parce que là, du coup, tu es obligé de lancer tes litanies normalement. Voilà. Mais quand même, c'est hyper fort. C'est très fort. Tu le lances avant une phase de corps à corps. Ouais, ça permet... C'est... Ah, la surprise. Bonjour l'angoisse. C'est ça. Non, là, franchement, c'est super. Le mec, il se met à chanter comme ça au milieu de nulle part et bim. Là, c'est pas mal. Plus en charge. Oh, merde. Alors moi, pour les reliques, outre la relique Artifice de l'Ange, que j'ai trouvé très bien pour le maître de chapitre. Donc moi, celle que j'aime bien dans les reliques, j'en ai quand même choisi une, c'est l'étendard de l'Empereur Ascendant, qui permet d'avoir la faculté des porteurs de reliques, des porteurs de bannières, pardon, de 3 pas supplémentaires. Donc en gros, sur un 4+, une figurine qui meurt peut tirer une dernière fois, ainsi de suite. Bon, c'est pas mal quand on joue vraiment en bulle. Alors c'est plutôt une logique V8, je sais pas ce que ça va donner en V9, mais bon, c'est en V9, le problème, enfin le fait d'avoir le mot base, déjà ça va déjà un peu réduire à mon avis le jeu en bulle. Ouais. Mais il faut voir aussi qu'il y a pas mal d'aptitudes qui sont passées à plus, c'est plus tout le monde, on choisit une unité, notamment les maîtres de chapitre. Et par contre, et c'est là que du coup je pense que ces deux reliques là, parce que pour le coup on a choisi la même un peu sans faire exprès, le même titre, c'est que là, ça augmente la portée des bulles. Donc les bulles qui sont toujours dans V9, on pourra augmenter leur portée. C'est vraiment intéressant, ça va permettre de pouvoir continuer à jouer entre guillemets en bulle, tout en augmentant nos capacités de placement et de contrôle map. Ok. Finalement. Ouais, c'est legit comme tu dirais. Nous avons parlé des reliques et maintenant nous allons parler des stratagèmes. Alors, quel changement notable dans les stratagèmes moi j'en ai noté une tout de suite. C'est parce que c'est quelque chose que je jouais. C'est le stratagème permettant de transformer une unité d'intercesseur en vétéran. Oui. Alors, pourquoi je l'ai joué en V8? Parce que j'avais une unité de vétéran que je mettais en troupe. Ça me permettait de payer ma taxe. Et 5 figurines intercesseurs, c'était déjà sympa. Je lui mettais le petit stratagème, sachant qu'avant j'avais mis un marteau au sergent, et ainsi de suite. Bref, ça faisait une unité vraiment forte. Rappelle un petit peu quand même ce que ça fait d'avoir des vétérans. Alors, c'est plus une attaque. Plus une attaque. Déjà. Et plus un en commandement. Et plus un en commandement. Alors, sachant que moi j'étais ultramarine. Il y avait déjà plus un en commandement. Ça faisait 10 de commandement sur une unité avec un vétéran, sergent vétéran qui avait donc 3 attaques de base, plus une 4, plus une 5, ça faisait 5 attaques. Force 8. Force 8. Et à moins 3, dégâts 3. C'est ça. Et ça... Sachant qu'ils peuvent pas partir au moral, vu qu'ils ont trop de moral. Non, c'était... Non, voilà. Bon, alors ça n'existe plus. Maintenant, il y a effectivement une unité qui est une unité intercesseur vétéran. C'est moins intéressant pour moi, je trouve, parce que du coup, tu peux pas les prendre en base. Et comme c'est quand même assez cher comme unité, c'est pas évident de les multiplier. Donc voilà, ce stratagème a disparu. Maintenant, il y en a d'autres. Oui. Et qu'est-ce que tu vas nous parler? Alors, le premier dont je vais parler, c'est un des premiers qui est dans le livre. C'est honorer le chapitre. Alors, honorer le chapitre, avant, il était surpuissant. Vraiment, c'était 3 PC, c'était cher, mais on était presque des corneux, quoi. C'est-à-dire que gros, on prenait une unité à Adeptus Astartes, et pas de véhicule évidemment, et il pouvait combattre une deuxième fois. Alors c'était 3 PC, mais franchement sur certaines unités, notamment des Terminators avec des points tronçonneurs ou ce qu'on veut, c'était vraiment très fort. Maintenant, ce sera plus que 2 PC, mais ce ne sera plus que sur les intercesseurs d'assaut. Ouais, donc là c'est quand même un gros nerf. C'est gros nerf, mais surtout plus spécifique. Mais bon, c'est intéressant, tu nous montreras un petit truc plus tard. Voilà, ça reste quand même intéressant, surtout que les intercesseurs d'assaut, ils sont quand même assez forts de base. Ouais. Hein, ça reste quand même 2 PV, 2 attaques chacun, 3 pour le sergent, des épées AP à -1. Alors, ça reste quand même fort, donc on verra pourquoi ça peut être très fort. Le stratagème suivant, c'est physiologie transhumaine. Alors avant, il était à 2 PC ou 3 PC si on avait plus de 6 figurines, je crois, ou 5 figurines. Et c'était sur toutes les unités Adeptus Astartes. Encore une fois, je crois, non véhicule. Maintenant, ça va être 1 à 2 PC en fonction du nombre de figurines, mais ça ne sera que sur les primaris. D'accord. C'est-à-dire que tout ce qui est intercessor, gravis, c'est là qu'il sera le plus intéressant à mon avis. Et que du primaris, quoi. Donc tous les marines vanille,
bien qu'ils aient gagné 2 points de vie, ne bénéficieront plus de ce stratagème. Ouais, ils ont gagné 1 point de vie, c'est-à-dire qu'ils partent de 1 à 2. Oui, voilà ça. Ensuite, les traits de seigneur de guerre concernant les plus une relique et plus un trait de seigneur de guerre. Ça c'est un gros changement aussi. C'est un gros changement. Intéressant. Vraiment intéressant, vraiment appréciable, qui s'intègre bien dans la V9 de format de jeu en fait. De contrôle un petit peu des abus aussi. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on pourra toujours, dans tous les cas, utiliser ce stratagème pour donner une relique ou un trait de seigneur de guerre à un personnage. Ouais. Pour un PC. Mais, avant, on pouvait l'utiliser qu'une fois, quel que soit le format. Maintenant, c'est plus le cas. Tant qu'on va être en dessous des 1000 points, on pourra l'utiliser qu'une fois. Quand on va ça passer... veut dire, je répète, donc à moins de 1000 points, on pourra en gros avoir 2 traits de seigneur de guerre dans son armée. Voilà. Et deux reliques. Et de reliques. À plus de 1000 points, on pourra utiliser ces stratagèmes une deuxième fois. Donc on pourra avoir 3 en tout. 3 traits de seigneur de guerre, et à plus de 2000 points, ce sera 4. D'accord. Voilà. Ça fera 4 seigneurs de guerre et 4 reliques. Voilà. C'est fort, c'est très fort, mais c'est entre guillemets adapté au format de jeu. Donc, est-ce que c'est si fort que ça? C'est juste... Alors, à voir si ça existera aussi dans les autres codex. Peut-être, ouais, c'est ça. C'est toujours la même chose. Après, on l'a vu tout à l'heure, 4 reliques, dans le Space Marine, dans le codex Space Marine, il va falloir les trouver. Ouais, voilà, c'est ça. À mon avis, ce sera beaucoup plus utilisé dans les... Par contre, 2-3 seigneurs de... 2-3 traits, ça les traits seigneurs de guerre, ouais. Les traits de seigneur de guerre en fonction de ce qu'il y aura dans les suppléments. Et de comment on monte sa liste, si on veut faire des maîtres de la sainteté ou des maîtres de chapitre. Ouais. Là, ça va devenir très intéressant. Tout à fait. Ce que j'ai noté en dernier, c'est que avant, tout ce qui était Rhino, Reverse et Space Marine avaient des équipements spécifiques qui étaient la grenade choc, le lanceur d'assaut, la bombe à fusion, les fumigènes. Tout ça, il n'y a plus dans les datasheets. Il n'y a plus ça dans les fiches techniques. C'est devenu des stratagèmes. D'accord. Qui vont coûter un PC, qui vont s'activer, notamment pour l'écran de fumée par exemple, qui vont s'activer pendant la phase de tir adverse. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on ne pourra plus dire, ah bah j'ai 3 rhinos, je leur mets les fumigènes, mais ils tirent pas. Ils pourront tirer, ils font ce qu'ils veulent. Mais, par contre, je ne pourrai utiliser ce stratagème que quand ils seront ciblés, en gros. Et donc du coup, on n'en aura qu'un qui aura les fumigènes. Par contre, on pourra le faire toute la partie. Ouais, c'est difficile de savoir si c'est un nerf ou si c'est difficile de savoir si c'est un nerf ou si c'est pas un nerf. Je veux dire par là, un rhino, ça tire pas. Enfin, et quand ça tire, voilà, quoi. Par contre, un prédator? Oui, non, bien sûr. Après, c'est vrai que le rhino, à qui au premier tour on mettait systématiquement le fumier parce qu'il tirait pas, et après, il traversait la pampa, machin, ben là, quelque part, on va pouvoir le mettre le fumier à tous les tours. Bon, ok. Mais de toute façon, il tirera pas. Je veux dire, ça tire pas. Ça coûtera un PC. En revanche, effectivement, moi, plutôt que l'exemple du Predator, je prendrais l'exemple du Razorback, qui est aussi transport. Et là, du coup, c'est intéressant. Ouais. Parce que le Razorback, il a souvent qu'une arme, enfin, avec un Stormbolter, mais sinon, il a qu'une arme jumelée. Et du coup, ne pas le faire tirer un tour, c'était chiant. Alors que là, surtout si on l'équipe avec un canon laser ou un truc dans le genre. Jumelé. Ouais, s'il vous plaît. Pardon. Non mais voilà. Donc voilà. Je pense que c'est pas tant un nerf que ça, même si, voilà. Je pense pas que ce soit un nerf, c'est juste différent, c'est une mécanique différente. Ça va coûter des PC. Ça tombe bien, on en a plus. Des PC. Donc, sur cette V9, donc pourquoi pas. Voilà. Alors moi, j'ai noté quand même, un stratagème qui me semblait pas mal. C'est inflexible face à l'ennemi. Qui ne marche que sur les gravis. Vive les gravis. Ouais, franchement. Plus 1 en sauvegarde si il est touché par une arme qui fait un seul dégât. C'est ça. Donc en gros, contre la saturation, il a une sauvegarde à 2+. C'est très fort. C'est-à-dire que contre la saturation, déjà, il va avoir une sauvegarde à 2+. Derrière, tu couples ça avec physiologie transhumaine pour un PC, pour être blessé que sur du 4, 5, 6. Donc si on a sur nous qui tombent des bolters hurricanes ou quelque chose du genre qui vont blesser normalement sur du 3, ils vont plus blesser que sur du 4, ils vont faire dégâts 1, donc on aura plus de la sauvegarde, ils vont pas tomber. On va passer tout de suite aux fiches techniques, et là c'est là où tu as bien travaillé. Il y a pas mal de... Alors, la plupart, il n'y a pas trop de changements ou des changements mineurs relatifs. Un gros changement.
Vas-y, je t'écoute. Le Space Marine Vanille est à 2 PV. Ça, c'est Non pas à plus de PV. Oui. À 2 PV. Alors Voilà. ça, c'est vraiment le gros changement, on va dire le changement qui... C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, les tactiques vont coûter un tout petit peu moins cher que les intercessors, mais auront un peu plus de flexibilité sur l'armement, et ils auront 2 points de vie. Par contre, ils auront un peu moins d'attaque aussi, donc bon. Écoute, une unité de... On va regarder tout de suite les coûts en points des unités des tactiques, qui est à la fin du bouquin, et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire, à un moment donné, quand t'as le coût et ce qu'il faut mettre en plus, c'est vraiment très très bien. Donc, on a l'escouade tactique. Donc, on est à 18 points par figurine, Ouais, ça fait cher. mais 2 points de vie. Mais 2 points. Il y a un Space Marine du chaos à 1 point de vie, il est à 14 points. Oui, c'est vrai que pour l'instant, les Space Marine du Chaos n'ont pas encore 2 points de vie. Les Grenades non plus. Ouais, je sais. Et alors une escouade d'intercesseurs normale coûte 20 points, 20 points la figurine, et une escouade d'intercesseurs d'assaut coûte 19 points la figurine. Donc on est vraiment sur des coûts en points très proches, mais sachant que les figurines, les tactiques, l'intérêt qu'ils vont avoir, c'est que ils ont un panel d'armes qu'ils peuvent utiliser qui est vraiment énorme. Donc on peut se mettre si on a un choix de troupes, on va mettre des tactiques, on va mettre dedans, on va mettre un canon laser ou un lance-roquette qui aura du coup 10 points de vie, quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant. C'est là, à mon avis, leur intérêt. Oui, puis alors l'intérêt aussi, c'est quand même pour toi, évidemment, c'est moins ton intérêt, parce que tu es un joueur nouveau dans cet univers, enfin nouveau, qui est plus jeune que nous en tout cas, mais nous on en a un peu des palettes de Space Marine Vanille à jouer, et être obligé de les foutre à la poubelle, ça nous aurait franchement vexé, et il y aurait eu quand même un risque de rage kit qui était pas négligeable, et je pense qu'ils l'ont senti. Ah, et puis même sans parler de ça, une escouade de dévastateur full canon laser à 10 points de vie, moi je dis oui, hein. Ouais, non, mais full canon laser, non. Enfin, elle a pas oui. Ah si, oui. 4 canons laser à 10 points de vie, moi je dis oui. Ouais, mais c'est cher quand même. Donc, c'est cher, mais bon. Voilà. Après, ce qui est intéressant quand même, et on notera, on peut le noter désormais, c'est que ce sera dans la conclusion, mais on peut en parler un petit peu, c'est que il y a quand même un petit boost pour les primaris grâce aux stratagèmes. Voilà, ils sont un peu plus mis en avant dans les stratagèmes. Voilà. Alors, dans les changements importants, moi que j'ai remarqué, c'est que le capitaine en armure gravis est sans option. Oui. Il existe 2 capitaines en armure gravis, donc celui qu'on connaissait avec la V8, avec son épée énergétique et son gantelet Boltstorm, et l'autre avec le nouveau qui va sortir ou qui est sorti, avec le fusil Bolter lourd de maître. Il n'y a que ces 2 options-là. On pourra pas l'équiper avec ce qu'on veut malheureusement. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur les autres datasheets que tu as remarqués, notamment les lieutenants qui ont un petit peu les mêmes attributs que les Cryptek, dans le sens où si on en prend un, et ben en fait on peut en prendre un deuxième, non pas gratuitement en points, mais gratuitement en place. T'as tout dit. Oui, c'est ça. En fait, ils vont avoir l'aptitude héros de compagnie, qui fait que pour chaque lieutenant qu'on met dans notre armée qui prend un slot, on pourra en mettre un deuxième qui ne prendra pas de slot. Ce qui est intéressant pour quand on fait des listes, par exemple, on fait une petite liste à 1000 points, on veut faire une patrouille, des QG, on peut en avoir que 2 maximum. Bah là, on pourra en avoir 3, si on a un lieutenant, on pourra avoir 2 lieutenants. Alors, c'est les lieutenants, la relance des 1 pour blesser, c'est quand même pas négligeable avec certaines armées. Donc, un lieutenant, surtout si on prend un lieutenant primaris ou normal, les basiques, ils sont à 70 et 75 points. Donc c'est pas très cher. Alors j'ai une petite question piège. Je prends un lieutenant primaris, j'ai mon capitaine Gravis qui est à côté. Est-ce qu'il bénéficie de l'aura pour la relance des 1 pour blesser? Bien sûr que non. Leurs aptitudes, donc le lieutenant précision tactique et pour les capitaines, je sais plus le nom. Oui, mais vas-y pour celui du lieutenant. Qui permet de la relance des 1 pour la touche et pour la blessure, ne se feront que sur les unités qui possèdent base. Donc corps en anglais. Donc du coup les personnages n'ont pas ce mot-clé. Eux ils ont le mot-clé personnage. Donc ils n'ont pas le mot-clé base. Voilà. Donc ils n'auront pas la relance. Le lieutenant ne pourra pas relancer ses blessures. Par contre, petit up pour les lieutenants. Avant, ils touchaient au tir à 3+, maintenant ils touchent à 2+. Ah bien. Donc j'avais pas vu. Ils touchent aussi bien que les capitaines. Bien vu.
Ah oui, parce que le lieutenant avant touchait à 3+, et Au à tir. 2+ au corps à corps. Voilà, c'est ça. Et là, il était un petit peu, il n'a qu'un œil, et là, ça va beaucoup mieux, ouais. Avec Avant, il y avait un strabisme. Et maintenant, C'est ça. maintenant, il s'est corrigé. D'accord. Voilà, donc il touche à 2+, il touche aussi bien que capitaine, donc finalement, Ouais, c'est cool. c'est intéressant, franchement. J'avais pas fait attention. Hmm. Très bonne remarque, Volker. Très bien. On va toujours avoir un Volker avec soi. Donc, le lieutenant, ok, et donc, les squads de commandement. L'escouade de commandement, c'est une capacité qui est apparue donc avec les champions de compagnie, les apothicaires, les doyens de compagnie et les vétérans. Donc en fait, ça concerne les Space Marine Vanille, justement. Mhm. Quand on a une unité de vétérans de compagnie, on va pouvoir prendre un champion de compagnie, un apothicaire ou un doyen de compagnie, qui eux ne vont pas prendre non plus de slot dans notre détachement. D'accord. C'est-à-dire que Mais en vanille seulement. on parle bien des vanilles juste D'accord. uniquement. Mais ils vont être intéressants parce que du coup, on va pouvoir ces unités qui vont faire leur taf d'apothicaire, ils vont vraiment servir que à ça par exemple. On va pouvoir les mettre à côté d'unités beaucoup plus intéressantes qu'on serait obligé de prendre dans notre liste. Et du coup, on pourrait pas prendre ce petit apothicaire qui nous apporterait un petit bonus. Alors, ouais. Voilà. C'est vachement intéressant parce que c'est l'inverse du système d'avant. C'est C'est-à-dire ça. que là, comme les détachements coûtent, avant on les aurait pris justement pour multiplier les détachements. C'est ça. Maintenant, comme les détachements coûtent, l'intérêt c'est que eux, hors de leur coin en coin, ne prennent pas de place. Et le fait de les faire fonctionner en escouade de commandement, et je dirais que c'est la première fois depuis bien longtemps, et on peut imaginer que ce sera la même chose dans la garde impériale, et là ça sera vachement bien, c'est que les escouades de commandement, c'est un peu flou. C'est-à-dire que bon, c'est un peu comme les gardiens, un peu les gardiens machin et ça. Et là, ça a du sens. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment un groupe de figurines qui prend qu'une seule place et qui a vraiment ses attributs perso. Et vraiment, je trouve ça vraiment intéressant. Dans la construction de liste. Après, c'est surprenant qu'ils aient pas mis la même chose en primaris, parce que pourquoi pas après tout, hein, il existe les mêmes choses sur les primaris. Pourquoi pas, mais j'ai envie de dire, c'est presque mieux, parce que ça va justement nous faire ressortir ce genre de figurines. Ah oui, bien sûr. Mais d'autant plus. Ils sont moins chers. Ils sont moins chers. Ils font la même chose. Et ils sont gratuits dans le détachement. Ouais, bien sûr. Donc ça va les faire ressortir, sachant que ils vont faire le même taf, avec peut-être un PV en moins, et un armement un peu différent. Sinon, c'est le même. Ouais, tout à fait. Nous passons maintenant à une des pépites, hein, il faut quand même le dire, le Chaplain Primaris, 5 € le PV, il fallait en parler. Ouais, il fallait en parler, il a quand même 7 points de vie, hein, le gazier. Ah mais 35 balles, ça fait 5 € le PV. Ouais, ça pique. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Vite fait. Bah c'est un chaplain, ouais. Il est à moto. C'est le retour du Chaplain Primaris à moto. Il a 7 PV. La figurine est belle. La figurine est magnifique. Je suis triste parce que le chaplain à moto normal, bah il est toujours pas là. Je l'attends toujours moi, mais bon. Ah oui, du coup, c'est vrai, il est Primaris, et du coup, le Chaplain à moto... Il est toujours en légende. Ah ouais, c'est dommage. C'est comme ça, hein. Ouais, c'est une figurine un peu mythique. Ouais, bon. Je dis pas ça parce que je te l'ai vendu, mais... Non, mais ça m'empêchera pas de la jouer, hein, de toute façon. Non, mais la figurine est magnifique, au niveau, en plus, ils ont, tous les chaplains qu'ils ont sortis, ils ont tous une tête différente. Ouais. Il y a des têtes dans les Space Marines, tu peux les changer, au niveau custom, il y a des trucs à faire en plus dessus. Non, il est vraiment magnifique. 35 €, ça fait chier, mais bon. Quand on voit... Ça fait cher. Ça fait cher. Mais quand on voit le Stormraven à 82 €, on peut se dire, bon. Ouais. C'est dans la mouture d'aujourd'hui, quoi. Alors, tu peux aller nous parler pour suivre du Dreadnought. Ah oui, donc les Dreadnought. Alors, je vais pas parler du Dreadnought, je vais parler des Dreadnought. Vas-y. Il existait avant un stratagème qui s'appelait Devoir éternel qui permettait de diviser les dégâts par 2 sur un minimum de 1 sur un Dreadnought. Il n'existe plus. Maintenant, c'est tous les Dreadnought ont la capacité de diminuer de 1 les dégâts qu'ils reçoivent sur un minimum de 1. Ah, ça c'est fort. Voilà, c'est très très fort. Les Dreadnought, à mon avis, ils vont revenir en force à cause de ça parce qu'ils vont être très tanky. Même le Dreadnought de base. Le Dreadnought de base, il vaut pas cher. Il vaut moins de 100 points. Le faire arriver en attaque de flanc ou le faire traverser la map, ça va être moins compliqué parce qu'il y a beaucoup d'armes à dégâts 2. Elles vont repasser dégâts 1 sur lui. Honnêtement, c'est vraiment très très fort. Ouais, c'est vraiment fort. Typiquement, un Dreadnought qui arrive en attaque de flanc, qui prend 5 tirs de faucheur noir. À l'époque, on aurait sans doute joué avec le double tir des faucheurs noirs pour saturer à dégâts 2, avec PA-2. Là, du coup, on va se retrouver avec PA-2 dégâts 1.
ça veut dire que, enfin, voilà, C'est du bolter. Ouais, et puis là, une 5+, enfin bon, non, ça va être très compliqué Mais c'est bien, parce que le Dreadnought, là encore, c'est une unité iconique. C'est une unité il y a beaucoup de joueurs qui veulent jouer full Dreadnought. Enfin voilà, ça pousse à pouvoir faire des listes. Ah, des listes à thème. Des listes à thème, et ça, c'est vraiment bien. Bien sûr. Et surtout qu'en plus, il y a tellement de Dreadnought différents. Ouais, tout à fait. Il y a à boire et à manger, donc que ce soit le nouveau Redemptor. Là, il va y avoir surtout à manger. Le nouveau Redemptor, les Dreadnought plus anciens, le Contemptor, qui est sorti de 30K. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à faire, quoi. Qu'est-ce que tu peux nous dire maintenant sur une autre unité iconique? On a parlé des Dreadnought juste avant, à savoir les scouts qui ne sont plus en base. Ils sont passés en élite. Alors, ils sont de plus en plus remplacés, je dirais malheureusement, mais en vrai c'est pas tant que ça, par les Phobos. Ouais. Donc, mais les Phobos c'est très très cher en points. Ouais, les scouts c'était pas cher. Ça permettait de remplir les slots de troupes justement. Pour construire une liste, quand on voulait construire une liste un peu plus élite. Et c'était super OP. Et c'était super OP. Là maintenant ça ne le sera plus. Bah non. Ce sera core unit quand même. Ce sera core unit, comme toutes les troupes d'infanterie. Ouais, tout ça. ouais. Mais c'est super OP. C'est un énorme nerf. C'est un énorme nerf, à mon avis les scouts on va plus les voir. Sauf à vraiment faire des listes un peu spéciales, mais... À noter aussi que leurs snipers sont passés PA-1. D'accord, oui. Ça, c'est un petit, petit truc à noter, mais sinon, ils sont pas... Ça veut dire qu'au premier tour, ils sont PA-2 quand même. Oui. En Dark Angel, ils sont PA-2 pendant deux tours. Par exemple, ils peuvent. Ouais. Donc non, ça peut être, ils peuvent être intéressants. Nous verrons cela. Ils peuvent être intéressants, mais l'intérêt principal, c'était quand même de prendre des slots de troupes et d'être super OP, quoi. Ouais. Planquer dans une ruine, sauvegarde J'ai l'impression qu'ils ont pas saisi enfin, c'est peut-être une des petites erreurs de ce codex, je sais pas si on peut parler d'erreur, mais qu'ils les passent en élite, ou en attaque rapide par exemple, ça aurait pas été idiot. En attaque rapide avec le Landfeeder Storm, oui, pourquoi pas. Non, mais même tout seul. Je veux dire, après, dans l'esprit, pourquoi pas. Qu'ils les sortent des bases, pourquoi pas. Maintenant, ce qui me gêne, c'est que, voilà, ils ont pas équilibré, comme il aurait fallu, je pense, mais bon. Disons que le problème à l'heure actuelle, je pense qu'ils ont pas envie d'en vendre, en fait. Ouais, surtout, ils ont d'autres figurines à vendre. Clairement, les Phobos, ils ont carrément remplacé les scouts. Sauf que le problème, c'est qu'en gros, les Phobos, c'est très cher. Oui, bien sûr. C'est ça le problème. Donc, en fait, en gros, finalement, les tactiques remplacent les scouts, quoi. Oui, mais justement, dans l'esprit de ce qu'est devenu les Space Marines en cette fin de V8, début de V9, c'est-à-dire vraiment une armée d'élite, avec des mecs ultra tanky, super létales, mais t'en as pas beaucoup, alors moi je trouve ça pas mal. Parce que le problème aussi des scouts, c'était que ça permettait d'être populeux à une armée qui avait déjà énormément d'avantages dans la puissance. Je suis d'accord. Donc là, quelque part, voilà. C'est toute proportion à garder, c'était un peu pour moi c'est le seul argument non marketable qui est complètement valable pour les mettre en élite. Ouais. Et après sinon pour moi les autres arguments c'est clairement marketing, c'est comme ça, il faut vendre du Phobos. Oui, alors puisque tu parles d'arguments, passons aux heavy intercessors, les intercesseurs lourds. Ça c'est pour moi c'est la meilleure unité qui est sortie du codex, quoi. Je veux dire, à un moment donné... déjà, on peut noter qu'ils sont gravis, 3 points de vie. Ils ont 3 points de vie. Leurs armes, elles sont bien fortes. Je veux dire, les fusils bolter de base, ils ont déjà force 5. Ouais. Ils ont 36 pas de portée. On prend 5 intercesseurs lourds en armure gravis, avec les fusils bolter de base. Fusils bolter lourds de base. C'est 140 points. Ça fait 15 PV. Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher. C'est le même prix qu'une unité de mémoire, hein, c'est le même prix qu'une unité de dévastator avec 4 canons laser. Avec 4 lance-missiles. L'ancien prix. Maintenant, c'est un peu plus cher, les débats. Ils sont toujours à 15. Les lance-missiles sont à 15. Ça fait 140 points en gros. Donc c'est pareil, sauf que ça a plus de points de vie, ça a une meilleure endurance. Et ça profite des deux stratagèmes dont on a parlé tout à l'heure. Inflexible face à l'ennemi. Inflexible face à l'ennemi, donc -1 à la sauvegarde. Plus 1 à la sauvegarde si on est touché par des dégâts 1. Ouais. Et physiologie transhumaine pour en profiter aussi. Et ça c'est fort. Et surtout que
c'est des... Tire dessus au canon laser, tu te retrouves avec... Ah bah non. Ah bon, tant pis. Ouais, puis ouais, ça va être chiant. Et surtout, c'est surtout que c'est une infanterie lourde qui est super OP. Alors par contre, s'ils bougent avec des armes lourdes, sauf si peut-être ce sont des ultramarines, eh bien là... Ils auront moins 1 pour toucher. Mais quelque part, c'est pas très grave parce que si on les prend armés de base comme ils sont, sans aller chercher les autres armes qui sont un peu plus fortes, qui tirent un peu moins, mais qui ont beaucoup plus de PA et de dégâts, leur but c'est pas vraiment ça va être de faire un peu de saturation, mais même pas de tirer en fait. Ça va être juste poser 15 points de vie sur un objectif avec en gravis avec le stratagème inflexible face à l'ennemi. Ouais. Ils sont super OP. Comment ça, ils sont super OP? Bah c'est des troupes. C'est ça qui est très fort. Ah oui, c'est vrai, les intercesseurs lourds sont des troupes. Oui, c'est ça qui est Et très là, très il y a un fort. bug dans la matrice, carrément. C'est ça le truc. C'est Et qu'ils oui, ils sont je l'avais troupes. noté, c'est vrai. Ils sont troupes. C'est Oh ça, là c'est là ça là qui est là. très très fort. Ils auraient été en soutien. Ah oui, oui, oui. C'est C'est- ça qui est trop. C'est C'est ça qui est très très fort. ça qui les rend forts. C'est Ouais. qu'ils sont Endurance 5, 3 PV par Gugus de plus dans une ruine. c'est hyper fort. Non mais hyper c'est fort. oui, ça en endurance 5 en plus, vu que c'est Oui, du gravis. c'est du gravis. Il y a pas que les PV qui Ah, ils bougent que de 5 points de vie, mais de toute façon, ils veulent pas bouger. ils vont pas beaucoup bouger. Je veux dire, regarde, Ça, c'est clair. je prends Le l'exemple- lourd 4, hein. je Volter prends- lourd Alpha. Je prends l'exemple des Dark Angel. Les Dark Angel ont la possibilité en doctrine dévastateur d'avoir 6 pas de portée sur leurs armes lourdes en plus. Tu prends le fils de Volter lourd, il passe à 42 pas de portée. Ils ont pas besoin de bouger. Ok. Voilà. Ok. Donc tu te retrouves avec des fusils Volter lourds. Donc force pour 5 Noël, PA toi moins. tu vas acheter, toi tu vas demander au Papa Noël des escouades lourdes d'intercesseurs. Il est possible de j'en demande une, ouais. Ouais, voilà. Ah, Non, mais enfin, ils devraient pas être en troupe. Pour moi, ils devraient pas être en troupe, c'est très, non, c'est mais trop attends, fort. faut voir. Pour l'instant, on n'a aucune idée de ce que Bah, ça va donner, mais pour bon, moi, c'est vrai que c'est fort. À mon avis, avant une possible fac, à mon avis, on va en voir beaucoup. Hein. Ouais. Quand ils vont sortir, ça va être très fort. Alors, on va en voir, en tout cas, on risque d'en voir à nouveau, et ça fait plaisir. On va parler maintenant des Terminators. Ah, bah, je crois que c'est vraiment eux qui ont gagné pour moi, c'est les grands gagnants De la V9. de la V9, hein, au niveau des Space Marines, c'est les 3 points de vie. Je veux dire, 3 points de vie à Terminator, c'est plus logique, quoi. N'est-ce pas? Et moi, Par rapport à un qui- Primaris, quoi. moi qui joue GK, je peux vous dire qu'effectivement, Quand ils auront leur fac. les paladins, j'espère qu'ils passeront à 4 points de vie, je veux toujours qu'ils soient un petit peu au-dessus du Terminator. Oui, donc en fait, les Terminators, donc ils ont gagné un point de vie. Ouais. Donc ils ont à 3 points de vie comme les Gravis, ils ont pas l'endurance 5, mais c'est pas très grave. Ça, ils auraient peut-être pu, hein, parce que franchement, l'armure, enfin, Ouais. Ouais, mais du coup, quel intérêt de prendre des Gravis par rapport à des Termis, du coup? Tu vois? Il faut quand même différencier un petit peu. bah, les thermis, ils ont quand même une 5 plus 1 vue et une de Ouais, plus voilà, d'armure. alors que les Gravis n'ont pas de mode. C'est vrai. Et ils ont pas une de plus d'armure. Donc les Terminators, qu'est-ce qui a changé? Donc on a dit le 3 points de vie en plus, les 3 points de vie, donc le point de vie en plus. La balise de téléportation a changé, elle est plus forte qu'avant. Ouais. Elle est surtout utile, en fait. Ouais, parce qu'avant, elle l'était. Et personne n'utilisait, je pense. Si, moi, j'essayais, mais j'ai jamais réussi. Donc en gros, ils ont ajouté le fait de pouvoir se téléporter. Alors déjà, avant, la balise de téléportation permettait de se téléporter dans le même tour, dans son camp, sur un endroit qu'on avait désigné, Ouais. préalablement au début de partie. Ce qui était, vraiment, c'était vraiment anecdotique. Maintenant, la balise de téléportation, elle va fonctionner un peu différemment, c'est-à-dire que à la phase de mouvement, début de la phase de mouvement, on va dire, bah voilà, ils vont se TP, on les retire du terrain, et ils vont passer un peu comme des renforts finalement, et à la prochaine phase de mouvement, pour la fin de la prochaine phase de mouvement, on va pouvoir les mettre soit dans notre camp, à plus de 9 pas de l'ennemi, soit à 3 pas d'une unité alliée, n'importe où sur la table. D'accord. Toujours à 9 pas de l'ennemi. Toujours un 9 pas de Voilà. Ok. Ce qui là du coup est plus intéressant et ça c'est beaucoup plus fluff avec le fait qu'une unité part on prend des infiltrators, partent devant dans les zones ennemies, place une balise, paf et ils s'en vont. Ok. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Encore flexibilité tactique et puis Voilà. un petit peu plus de mouvement, ce qui était leur faiblesse. Donc Voilà. pas de Et puis niveau fluff, j'ai l'impression de voir de 9 fois en fait. J'allais te le dire. C'est exactement ça. Alors, une unité qui n'est pas dans le 9 War, les intercesseurs d'assaut, qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Parce que c'est une des unités que tu as retenues dans ce codex. Ouais. Alors pour moi les intercesseurs d'assaut, déjà on a vu ils sont sortis donc dans la boîte Anomicus.
Ils sont magnifiques, hein. Ils ont encore plus de détails que les intercesseurs basiques. Ouais, et puis ils ont des bonnes poses et tout. Ouais, ils sont vraiment sympas à peindre et tout ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors en fait, j'ai noté que déjà, ils valaient un point de moins chacun qu'un intercesseur normal. Oui, c'était assez étonnant. Ils sont à 95 points, ils passent 100 points. Donc à 5 points de moins, dans une construction lisse, ça peut être important. Et ils profitent du stratagème Honoré Chapitre. C'est les seuls qui auront ce stratagème-là. C'est les seuls qui pourront combattre une deuxième fois. C'est bien ça. Voilà. Alors tu nous as préparé un petit tricks là, j'ai vu sur Alors, une feuille. Je suis pas joueur Blood Angel, Ouais, mais j'ai vu mais que on tu l'avais peut- noté, mais ça valait le coup. mais je pourrais le devenir. Parce Ah, que vas-y. les intercesseurs d'assaut, ils ont 2 attaques chacun, comme les intercesseurs normaux. Mhm. Ils sont équipés d'une épée tronçonneuse, donc ils vont avoir chacun une attaque en plus. D'accord. Les épées tronçonneuses sont passées à PA-1, ce qui est très intéressant pour la saturation, pour venir impacter l'ennemi. On est d'accord que donc en doctrine d'assaut, ils sont PA-2. Ils seront PA-2. D'accord. Donc Pour l'instant, on a 3 attaques. pour l'instant, on a 3 attaques. Plus une en charge. Ça fait 4. Ça fait 4. Plus une en charge en doctrine d'assaut parce qu'ils seront Blood Angel. 5 attaques chacun. Donc on compte 5 attaques chacun. Plus une avec le sergent. Oui. Ça fait 26 attaques. 26 attaques. Force 4, PA-2, dégâts 1. Quand Ok. on est Blood Angel, en charge, on a plus 1 pour blesser. Ah, De base. d'accord. Donc, sur du Space Marine, si on attaque du Space Marine vanille, on va pas blesser à 4, on va blesser à 3. Ok. Voilà. Si on fait honorer le chapitre, on passe à 52 attaques. Vu qu'on combat une deuxième fois. Et là, ça commence à piquer. Ça commence à piquer beaucoup. Donc, à mon Et avis... s'il y a un chaplain qui traîne dans le coin, Oui. tu relances toutes les touches, Voilà. et en plus, enfin voilà, ça devient... Plus de en charge, etc. Non, ça commence... Et à mon avis, les intercesseurs d'assaut, c'est fait pour les Blood Angel. Je sais pas pour les Space Wolf. Je pense que pour les Space Wolf, ça peut être intéressant. Ouais, je pense que pour les spéciaux... En fait, je pense franchement que pour tout ce qui est bonus d'attaque ou bonus de touche quand on attaque, ainsi C'est de ça. suite, c'est-à-dire Space Wolf ou Danger et autres, ou chapitre perso, hein. Ouais, là, ça devient super. Les Flèches Tireurs, notamment. Ouais, ça, franchement, c'est bien. Franchement, c'est une C'est- unité qui a vraiment du sens à ce niveau-là. Mm. Certainement moins en ultramarine, machin, mais bon. Une autre unité iconique que nous avons ressortie de ce nouveau codex. On n'a pas trop parlé des nouvelles figurines. Non. Pourquoi? Parce que, on en a déjà beaucoup parlé dans les JT et tout ça. Et puis aussi parce qu'on n'a pas joué avec encore. Oui, c'est donc, ça. c'est difficile d'avoir vraiment un avis. Alors bon, on regarde des stats, machin, mais Elles sont belles. elles sont belles. C'est tout ce qu'on peut dire. Même si on a les datasheets, Bon, mais là parlons du Land Speeder. Le Land Speeder, il y a un petit truc qui est passé comme Oui. ça. ouais. En loose day. Voilà, donc faut savoir que le Land Speeder est... alors je pense que ça devait être comme ça avant. Alors je suis un genre assez jeune. Il devait y avoir 3 datasheets différentes parce qu'on pouvait le monter... Oui, oui. Le kit du Land Speeder est vieux, on peut monter le Land Speeder Tornado, Land Speeder Oui. normal, enfin, voilà. Mm. Maintenant, il est bien à 3 datasheets différents, avec des points de puissance différents. Mais il faut noter quand même que le Land Speeder de base, pas le Tornado ni le Typhoon, lui ne bougera plus de 16 mais de 18. Donc le Land Speeder Typhoon et Tornado, eux, continueront de bouger à 16. Ils sont armés plus lourdement, ça paraît logique. Ouais. Mais le Land Speeder normal, qui vaut très peu de points, il vaut 60 points. Ouais. Et ben lui il pourra bouger de 18. Donc on peut facilement imaginer 3 Land Speeder, un escadron de 3 Land Speeder, donc ça fait 180 points, qui vont bouger de 18 pas, et qui vont aller harceler l'ennemi avec des bolters lourds qui sont maintenant des dégâts 2. Sachant qu'aussi que on peut remplacer les bolters lourds par des multifuseurs, ça le fera l'unité à 210 points, parce que ces multifuseurs c'est 10 points par figurine. Donc C'est pas cher. c'est pas très cher, ça fait 6 tirs de multifuseurs Ah, c'est intéressant. à 18 qui bouge de 18 pas. Qui tire à 24, ça commence c'est à un être- véhicule donc qui ne sont pas impactés par le -1. Ah non, c'est... Ça commence à être pas mal. Ça va être un petit peu des unités one-shot parce qu'ils sont que 6 PV. Ouais. Mais ils ont quand même endurance 6. On verra qu'on pourra voir aussi quand chez les Dark Angel justement ils sont moins one shot sera un peu plus tanky avec l'aptitude zigzag qui a été buffée, on va dire. T'es buffé. On en reparlera. On en reparlera, voilà. Très bientôt, on va faire un review des Dark Angel. Parce Voilà. que l'index vaut un review à lui tout seul. Je vous le dis. Joueur Dark Angel, réjouissez-vous. Alors, justement, pour conclure,
pour te laisser aller travailler, parce que tu travailles jour et nuit désormais, pour faire les reviews des codex, puisqu'en plus il n'est pas sorti en français, il est tout en anglais, mais bon, ça ne pose pas de problème à monsieur. Donc, conclusion, les Space Marines, plus forts, moins forts, toujours aussi forts, parce que bon, c'était quand même top méta. Est-ce que c'est toujours, d'après toi, top méta? Pour moi, ce sera toujours top méta, de toute façon, hein, parce que... Bah, ce sera toujours, on sait pas, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'autres collections. Oui, mais pour aujourd'hui, pour le moment, ouais. D'après ce que j'ai vu, les Necrons sont devenus très forts aussi, mais les Space Marines n'ont rien à leur envier. Il y a plus de 180 datasheets. Ouais. Donc il y a de quoi faire, on a vraiment le choix, c'est vraiment un codex d'armée à thème. C'est un codex multi-armée, d'autant plus qu'ils ont supprimé donc les codex Dark Angel, Blood Angel, Space Wolf, qui vont les intégrer donc, dans ce codex avec les suppléments. Donc c'est vraiment un codex, on peut faire ce qu'on veut avec. C'est clair. Il n'y a pas une armée Space Marine qui se ressemble, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, avec les Space Marines, c'est la prime à la flexibilité des listes, capacité de liste à thème dingue. Je veux dire, on peut créer ces chapitres successeurs, prendre des chapitres existants, tout ce qu'on veut. Alors bien sûr, ce sera plus ou moins opti, mais il y a une foultitude d'armes différentes, de capacités de jeu différents. On peut jouer full close, on peut jouer full dévastator, on peut jouer avec les phobos, se planquer, ce machin, ce truc. On peut jouer que des véhicules si on veut. On peut jouer des véhicules rapides, des véhicules lourds. Enfin, c'est dingue. C'est franchement dingue. Il y a une primo primaris, on peut quand même le dire, parce que les stratagèmes sont orientés primaris, et gravis notamment. Mais bon, c'est comme ça. Et puis voilà. Après, on attend effectivement les codex suppléments de faction, parce que quand même, bon, alors il est toujours valable l'ultramarine. C'est assez intéressant. Moi j'ai l'ultramarine, donc bon, bah. Il faudra lire les facs qui sont sortis récemment sur les. A priori, les codex suppléments qui existent déjà. Voilà, a priori pas de problème. Par contre, et là c'est important, dans la fac qui est sortie sur notamment les Space Wolf et sur les Dark Angel, dont tu vas nous parler pour les Dark Angel incessamment sous peu dans quelques jours sur la chaîne, ça retconne tout ce qui est sorti avant. C'est ça. Maintenant, pour jouer les Dark Angel, Space Wolf, Blood Angel, Deathwatch à vérifier, le PA et le codex V8, on ne s'en sert plus. D'accord. C'est remplacé par l'index qui est disponible sur Warhammer Community, donc on avait mis les facs ont été faites le 5 octobre. C'est en anglais malheureusement, on attend toujours qu'ils traduisent ça en français. Ils ont fait l'effort pour le codex, il faut le noter, tout est traduit en français. Ouais, c'est vachement bien. Ils ont fait l'effort, donc on attend de voir les index. Peut-être qu'ils feront pas l'effort, je sais pas. Non, mais je pense qu'il y a pas mal de, voilà, c'est la masse de travail qui fait que. Après, on va attendre les codex suppléments. Les codex suppléments devraient pas tarder à sortir, notamment pour les Blood et les Space Wolf. Donc, à voir. À voir. En tout cas, voilà, ça c'est une info. En attendant qu'on vous fasse le review de l'index Dark Angel. Petite chose aussi, voilà les cartes dont on ne vous a pas parlé, pas indispensable mais nécessaire. C'est un peu comme pour les Necrons. Franchement, il y a tellement de micro changements que il y a de quoi se tromper. Il y a de quoi se tromper. Je rajoute un truc, c'est que elles sont plus importantes pour les Necrons, à mon avis, que pour les Space Marines. Parce que les Space Marines, on attend toujours effectivement avec les codex suppléments. Est-ce qu'ils vont ressortir des cartes? Oui, on ne sait pas. Toujours pareil. Donc, à voir si jamais ils ressortent pas de cartes, effectivement, bah, là, elles seront carrément indispensables. Sinon, à voir. Après, les mécaniques sont un peu plus usitées. Les nouvelles mécaniques Necron, par contre, les autres joueurs les connaissent pas. Déjà parce que les Necrons en V8, c'était pas trop joué. Alors que maintenant, ça va être sans doute rejoué. Petite conclusion personnelle, pour avoir fait la revue des deux, pour avoir été un ancien joueur Necron. On le verra dans les rapports de bataille qui vont être tournés sur la chaîne dans les semaines qui viennent, avec des Necrons omniprésents, avec du Dark Angel en face, avec de l'Ultramarine en face. On fera pas mal de tests de ce niveau-là, avec sans doute du Dark Angel face à de l'Ultramarine, histoire de bien bourrin jusqu'au bout. Et on verra. Mais j'ai l'impression quand même que le Space Marine est... Alors, évidemment, ça dépendra des jets de dés. Mais j'ai l'impression quand même, sur des listes non optimisées, mi-molle, molle... Non, molle, ça n'existe pas. Sur des listes pas totalement dures, donc pas totalement optimisées, des listes White Dwarf, on va dire. C'est ça, des listes White Dwarf, des listes avec un peu de tout. Voilà. Je dirais que j'ai l'impression que c'est encore les Space Marines qui sont devant. J'ai l'impression. Pour l'instant, oui. À voir.
En fait, c'est vrai qu'ils ont tellement de latitude, de flexibilité de jeu. C'est ça. Tu peux t'adapter à presque tout. Après, c'est la difficulté, c'est que le mec, il va être face à des ultramarines, face à des space marines, pardon, en général, c'est que le type, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il va mettre en face? C'est ça. Il peut aller du land speeder au Centurion en passant par un avion ou n'importe quoi. Enfin, il y a tellement, parce qu'on en a pas parlé, mais toutes les datasheets sont restées. Dans le Storm Raven, enfin tout. Donc, Il faut noter aussi que dans les index, il y a encore 2 unités qui sont possibles. et puis tu m'en as Voilà. parlé hors champ de caméra, bien sûr. Alors, il y a les Land Riders qui sont restés, mais tu m'as parlé notamment d'une nouvelle figurine dont on a les datasheets mais qui n'est pas encore sortie. Oui, les gladiators par exemple. Voilà, les Bah, gladiators. Entre les Storm Speeder et les gladiators par exemple, on sait pas encore ce qu'il vaut parce que on a beau voir les datasheets. Déjà les datasheets elles sont longues à lire. Il y en a 3 différentes parce qu'il y a trois options d'armes différentes. Donc c'est toujours difficile de se projeter parce qu'une Voilà. figurine sur une table de jeu, c'est là aussi où on voit ses qualités et ses défauts. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire par là, est-ce qu'on peut la planquer? Est-ce que quelle est son empreinte au sol? C'est Est-ce ça. que définitivement avec autant de décors sur les nouveaux formats, est-ce que ça a du sens ou pas? Donc c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le Storm Speeder, c'est un Land Speeder buffé, Mhm. et le Gladiator, c'est un Predator buffé. Maintenant, est-ce qu'ils seront aussi efficaces en fonction des coûts en points, parce qu'ils coûtent quand même un peu cher, je crois, à voir. À voir. Ce sera donc le mot de la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'en parler autour de vous pour que la chaîne grandisse. En attendant, merci de nous avoir suivis. Je remercie aussi Volcan d'être venu et lui dis à très bientôt pour qu'on se poutre sur cette magnifique table que vous ne voyez pas là. Très bien. Dans ce nouveau studio. Très bientôt. Donc on se retrouve très bientôt et avant ça, n'oubliez pas, sans maîtrise, La chagate n'est rien.